はい、とにかく勝ててよかったです。ほっとしました。ここで私たちが負けてしまったら、今度こそ日本のサッカーが終わってしまう。Yo, bienvenue dans ce nouveau numéro de Manga Animation, un numéro un petit peu spécial où je vais me servir d'un animé pour aborder un sujet qui peut faire polémique alors qu'il ne devrait pas y en avoir, le sport féminin. Alors comme je viens de vous le dire, si vous pensez en ayant vu le titre que je vais m'apprêter à tirer sur l'ambulance ou en rajouter sur toutes les polémiques qu'on a pu connaître par le passé, surtout par rapport au sport que l'on va aborder par la suite, je vous invite à quitter cette vidéo car je n'aspire pas à mettre de l'huile sur le feu et si vous avez pu voir mes anciennes vidéos, vous constaterez que ce n'est pas mon état d'esprit. Je veux juste apporter une réflexion un peu différente et mon regard par rapport au sport que je commence à bien connaître. Donc trêve de bavardage, enfilez vos protèges tibias, chaussez vos crampons, il est temps de parler de Sayonara Watashi no Kramer. 駆け抜けて駆け抜けて夢に届けアンビシャスゴール Sayonara Watashi no Kramer, aussi appelé Farewell ma dear Kramer, à noter que je ne sais pas ce que veut dire Kramer, est un manga écrit et dessiné par Naoshi Arakawa et compte 14 tomes sortis entre 2016 et 2021. C'est donc une série finie relativement récemment. A noter qu'ils font suite à la série de 2 tomes Farewell ma dear Kramer, publiée entre 2009 et 2010. Le manga a donc récemment fait partie de la saison printemps 2021 des animés et a vu sa première saison diffusée du 4 avril au 27 juin avec 13 épisodes réalisés par le studio Liden Films. Fait intéressant également, au cours de la diffusion, le 11 juin a vu la sortie d'un OAV s'intitulant Sayonara Watashi no Kramer First Touch qui nous conte un petit peu les débuts de l'histoire. Donc ça, c'est pour la carte d'identité de l'œuvre et c'est très bien, mais comme d'habitude, le plus important, c'est de quoi l'œuvre nous parle-t-elle. Nozomi Honda est une jeune prodige du football. Malheureusement, elle n'est pas reconnue à sa juste valeur. En effet, faute de joueuse, elle a été contrainte de jouer dans des équipes masculines durant toutes ses années collège. Mais cette petite tare s'est avérée être une grande aide pour Nozomi, qui a pu progresser de manière fulgurante pour finir par devenir la meilleure joueuse de son équipe et de rivaliser avec les autres garçons. Cependant, de par son statut de fille, elle n'a jamais vraiment eu la reconnaissance qu'elle méritait et a rarement pu faire ses preuves sur le terrain, étant obligée d'user de subterfuges pour pouvoir montrer son talent. Le souci pour Nozomi, c'est que cette période arrive à son terme. En effet, elle va faire son entrée au lycée, ce qui signifie pour elle d'intégrer une équipe de filles. Et comme on le sait, les filles sont bien moins fortes que les garçons au football. Nozomi a donc peur de gâcher son talent et voit peut-être déjà la fin prématurée de sa carrière de footballeuse. Mais le football féminin n'a-t-il pas plus à offrir pour ce génie du ballon rond en avance sur son genre? Synopsis, travaillé. A noter, comme je l'abordais juste un petit peu avant, que dans l'OAV First Touch, nous allons donc suivre comment Nozomi est passée d'enfant prodige jouant d'égal à égal avec les garçons à collégienne qui a du mal à être reconnue. D'autant plus que certains éléments de l'anime ne prennent sens qu'une fois l'OAV visionné, ce que je trouve un parti pris un petit peu étrange. Et là, vous vous demandez sûrement comment un animé sur le football féminin pourrait-il bien apporter des réponses à cette thématique par son histoire ou par sa narration? Eh bien tout simplement en restant normal et surtout honnête avec la thématique qu'il aborde. Car personnellement, lorsque j'ai vu l'annonce de cet animé, j'y ai directement placé beaucoup d'espoir car étant amateur de shonen sportif et en ayant vu quand même assez, même si je suis loin d'avoir vu tout ce que la manga animation japonaise peut nous proposer, il m'est bien souvent arrivé d'être déçu. Cela reste donc un animé de sport classique, mais qui a cette volonté que je trouve particulièrement intéressante, surtout à notre époque, de rendre son éclat au football féminin.
Ce qui est très bien retranscrit, notamment dans le traitement des personnages. Ici, nous avons des filles qui sont fans de foot et qui feront tout pour progresser et devenir les meilleures possibles. Et ça, c'est fort appréciable. En comparaison, ce ne sont pas des petites fifis qui se contentent d'être mignonnes et de lâcher des blagues juste pour jouer au baseball entre copines et au final, on se retrouve avec plus de blagues que de sport. Oui, c'est à toi que je parle, Tamayomi. Pardon. Je disais donc que nous retrouvons tout ce qui fait un shonen sportif. Des personnages atypiques avec des designs différents sans pour autant les rendre ridicules, des personnages forts, d'autres drôles, et les personnages de second rang qui sont rendus attachantes par leur volonté de progresser, de devenir meilleurs, au contact des génies qu'elles ont dans leur équipe. Donc finalement, c'est peut-être un petit peu con à dire, mais quand on y réfléchit, ça n'en fait pas un anime incroyable ou qui révolutionne le genre. Justement, cela en fait un shonen de sport tout à fait normal et c'est ce que j'apprécie particulièrement avec cette œuvre. Et donc, comment cet anime arrive-t-il à répondre à la question de comment rendre ses lettres de noblesse au football féminin? Eh bien tout simplement en posant des questions quant à ce que nous, en tant que spectateurs, apportons comme soutien et surtout ce que les joueuses par leur propre initiative et les personnes qui les encadrent vont faire en sorte qu'elles se sentent bien dans leur sport. Que donne-t-on aux filles pour s'entraîner? Les laisse-t-on croire en leurs rêves? Leur apportons-nous le soutien qu'elles méritent? Tous ces messages sont abordés dans cette œuvre et si on côtoie un petit peu le monde du sport, on se rend tout de suite compte que ces thématiques sont très ancrées dans le monde réel. Alors je n'aurais pas la prétention de dire que Farewell Madir Kramer résolve tous les problèmes du sport féminin, mais il tente au moins de nous questionner sur le regard que nous portons sur leur sport féminin, que nous soyons spectateurs, entraîneurs ou bien joueuses. Donc je ne peux que vous conseiller d'aller regarder Sayonara Watashi no Kramer et les exploits de Nozomi Honda et venir me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Maintenant, comme vous voyez le watch time, la vidéo est loin d'être finie, j'aimerais pousser un peu plus la réflexion et aborder la thématique du sport féminin en commençant par vous montrer cette vidéo. I got something to show y'all. So for the NCAA March Madness, the biggest tournament in college basketball for women, this is our weight room. Let me show y'all the men's weight room. Now, when pictures of our weight room got released versus the men's, the NCAA came out with a statement saying that it wasn't money, it was space that was a problem. Let me show y'all something else. Here's our practice court, right? And then here's that weight room. And then here's all this extra space. If you aren't upset about this problem, then you're a part of it. Eventually. Guess what, guys? We got a weight room, yeah! We got a ton more dumbbells. Look at that. Look at all these racks for squats and whatever we want to do. We got a bunch of bands. Look at this, guys. And we got some equipment. Ayo, thank you, NCAA, for listening to us. We appreciate y'all. Thank you so much, for real. Yay, guys! Pour ceux qui ne parlent pas anglais, je vous explique la situation. La joueuse que nous voyons à l'écran est Sedona Prince, joueuse de l'université de l'Oregon, participant au tournoi de basketball de la NCAA, la March Madness. Pour faire court, c'est le plus gros tournoi universitaire des États-Unis pour le basketball qui découle souvent pour bon nombre de joueurs et joueuses sur des contrats pro. Dans la vidéo, elle nous montre sa weight room, c'est-à-dire la salle de musculation réservée aux joueuses, donc aux filles participant au tournoi. Et l'on peut observer qu'elle dispose simplement d'une paire d'haltères à 15 € pièce chez Decathlon et de quelques pauvres tapis de yoga. Ensuite, elle va nous montrer la salle réservée aux garçons qui a déjà l'air 2 fois plus grande et dispose de tout un tas d'appareils dernier cri qui sont en plus non utilisés. Elle finit la vidéo en nous disant qu'elle a fait remonter ce paradoxe au bureau de la NCAA qui lui ont répondu que ce n'était pas faute de budget mais bien de place qu'ils n'ont pas fourni les mêmes appareils aux joueuses. Et la vidéo se clôture avec Sedona Prince qui nous montre tout l'espace libre derrière leur pseudo weight room qui est tout bonnement vide et pourrait être utilisé. Heureusement, à la fin de la vidéo et surtout le buzz que celle-ci a créé, la NCAA a rectifié le tir et a fourni aux joueuses les appareils qu'elles méritaient et qui auraient déjà dû leur être accessibles dès le départ. Donc si on réfléchit un petit peu aux thématiques que j'ai abordées juste avant,
on se rend vite compte d'un des gros problèmes féminins et qu'en fait celui-ci est à la source. Car en effet, si nous ne montrons pas le même intérêt au sport féminin que nous le devrions, et par intérêt, je parle intérêt de formation, intérêt de moyens, que donne-t-on aux joueuses pour pouvoir performer et être confortables dans leur sport? Alors je parle en nous et en on, et même si j'ai été entraîneur, personnellement, je n'ai rien à voir là-dedans. Il ne faut pas s'étonner que derrière certaines abandonnent et se donnent même pas la chance de croire en leurs rêves et que pour d'autres, une fois arrivés pro, le niveau soit bien moindre, même si à l'heure actuelle, je trouve que quand même les choses évoluent dans le bon sens, même si c'est loin d'être parfait. Alors du point de vue du spectateur maintenant, certains vont me dire que la différence physique entre les garçons et les filles est beaucoup trop importante et que d'office le sport féminin sera bien moins plaisant à regarder, etc. Et attention, je ne le dis pas, mais pour moi, ces affirmations sont tout bonnement infondées. Et dans cette dernière partie de la vidéo, je vais vous parler du contre-exemple parfait pour moi, qui est le catch. Alors, attention, gros trigger warning avant de commencer. C'est sûr que le catch est loin d'être parfait, c'est avant tout un business et surtout au vu des récentes accusations qui sont parues dans le hashtag Speaking Out, on peut remettre en doute l'aspect de certains promoteurs et performeurs à l'égard de leur équivalent féminin. Surtout lorsqu'on reprend l'histoire du catch féminin, celles-ci ont vraiment dû lutter et en baver pour être enfin reconnues à leur juste valeur, et même si c'est loin d'être parfait, je trouve quand même que le catch est beaucoup plus en avance que d'autres sports. Le catch est quand même un des seuls sports où tu peux faire s'affronter un homme et une femme pour un titre majeur, que ce soit la lutteuse qui l'emporte, et que personne ne vienne s'en plaindre. Alors oui, il y aura toujours forcément des gens qui vont s'en plaindre, mais on ne peut pas remettre en question la victoire de la lutteuse car elle a convaincu parce qu'elle a été capable de produire dans le ring. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu ce combat entre Sami Callihan et Tessa Blanchard au Slammiversary 17, je vous conseille vivement de le regarder. Petite parenthèse, je parle de Tessa Blanchard dans le ring, hein, on est d'accord, ce qu'elle fait en dehors du ring, je vais le mettre de côté. Et il faut bien reconnaître qu'une fois qu'elle a mis ses pieds sur le ring, elle met tout le monde d'accord. Ou il n'y a qu'à voir le précédent WrestleMania qui a été séparé en 2 journées. Et la première journée a été main eventée par un match pour le titre féminin. C'est-à-dire que le dernier combat de la soirée, qui est un petit peu le plus gros combat ou qui représente le plus gros engouement pour la soirée, a été un combat entre 2 catcheuses et qui s'est avéré par la même occasion peut-être et même sûrement le meilleur combat de la soirée. Ce qui montre quand même que les grosses entreprises de catch savent quand il le faut et quand ils en ont envie, même s'ils ne le font pas assez à mon humble avis, savent capitaliser sur leurs noms et que ces noms arrivent à ramener de la foule et du regard sur ce qu'elles produisent, car beaucoup d'entre elles sont des stars et pas seulement pour leur physique. Il n'y a qu'à voir les matchs récents de Serena Deeb, le match hardcore entre Thunder Rosa et Britt Baker, les grands matchs de Charlotte Flair ou les jeunes noms qui montent comme Toni Storm. Mais aussi Yuka Sakazaki, Ryo, Asuka, Yuka Sakazaki, Kairi Sane, Io Shirai, Yuka Sakazaki, Saki-sama, Shoko Nakajima, Yuka Sakazaki, Makito, Miyu Yamashita, Yuka Sakazaki... Pardon. Donc je le répète, le catch reste un business et est sûrement loin d'être un modèle du genre. Et on peut bien entendu pointer du doigt la manière dont ils utilisent et surtout la non-utilisation de leur talent féminin. Mais ce qu'on ne peut pas leur reprocher, c'est de permettre aux petites filles de rêver en voyant des superstars faire se lever des millions de fans en liesse subjugués par leur performance. Et je ne pense pas qu'un autre sport féminin soit capable de produire autant d'engouement. Peut-être la WNBA et encore ça reste à prouver. Alors c'est sûr que des noms d'hommes attireront toujours plus de foule, mais si tu me dis que demain il y a un combat entre Baron Corbin et Elias et de l'autre côté Serena Deeb qui affronte Rio, personnellement je sais tout de suite quel match je vais regarder. Cela montre bien que si l'on donne l'opportunité à des sportives motivées de s'exprimer de la meilleure et de la plus confortable manière possible dans le sport, cela nous apporte des choses fantastiques. Car il ne faut pas oublier que malgré tout dans le sport, ce ne sont pas seulement des noms qui s'affrontent, mais bien des athlètes qui ont dédié leur corps et leur âme à leur passion dans le but de nous divertir.
Bref, voilà, c'est tout pour moi. J'ai réussi l'exploit de partir d'un manga traitant de foot et de finir par parler de catch, ce que je trouve quand même assez fort. Alors je suis conscient que j'aborde le sujet de manière légère et je suis loin de dire que cette vidéo est la réponse à toutes les problématiques du sport féminin. Je voulais juste apporter un regard un petit peu différent et de la réflexion sur ce qui reste malgré tout du divertissement. Donc n'hésitez pas à me partager vos différents retours sous la vidéo, que ce soit sur Sayonara Watashi no Kramer ou sur le sport féminin en général. Si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à me partager le nom de votre catcheuse préférée. Comme vous l'aurez deviné, pour moi, c'est Yuka Sakazaki. En attendant, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo et quant à moi, il me reste à vous dire à la prochaine.